Bonjour à vous et bienvenue dans la partie 3, chapitre 10. Dernier chapitre avant l'épilogue. Chapitre 10, janvier-avril 2015. Avoir un désir ardent pour réaliser un rêve. Début 2015 fut marqué par l'actualité et les attentats de Paris. Je restais choquée devant ma télévision, ne comprenant pas vraiment ce qui venait de se passer. C'était faux, n'est-ce pas? Je regardais un film, non? La réalité me rattrapait. Et alors que j'assistais à l'horreur, je voyais aussi émerger l'espoir, la solidarité, un engouement mondial pour la paix et un soutien international. J'étais une optimiste. Ce soutien moral me confortait dans ma vision positive et réaliste du monde. Je refusais de croire que l'homme n'était qu'un animal. Je portais un regard peut-être naïf, mais salutaire, sur le fait que l'homme était bon, profondément. Parfois, cela se cachait sous des peurs, des doutes, des colères, des angoisses. Mais je me refusais de penser que l'homme était mauvais. Les attentats m'ont ramené sur terre et m'ont forcé à positionner mes pensées. Je discutais avec ma voisine. Nos balades, soirées se rapprochaient dans le temps. Je trouvais en elle une écoute et un soutien inestimables et motivants. Elle m'encourageait et me donnait quelques conseils pour m'accrocher à mes rêves, à mes buts. Malgré les croyances et les peurs encore présentes, elle m'a aidé à avancer. Je participais le samedi 10 janvier à un rassemblement pacifique à Antibes. Nous étions plusieurs à avoir eu cette idée et cette envie de nous retrouver ensemble, de faire partie d'une communauté, de rendre hommage d'une certaine façon. Être entouré, d'inconnus aussi. Dans mes quelques heures disponibles, je commençais à organiser les 60 ans de ma mère. Je ne savais pas si je pourrais y assister, mais je lançais les invitations. La famille, les amis. Nous devions nous retrouver début mars pour célébrer ce passage important. Au travail, je me trouvais face à des difficultés de gestion humaine. Je n'arrivais pas à comprendre une des filles de l'équipe. Malgré toute ma bonne volonté, j'avais toujours l'impression d'échouer. Et plus j'essayais, plus la communication se détériorait. J'avais le sentiment qu'elle voyait ma difficulté et se lançait dans la brèche. À côté de cela, on me proposait un poste aux États-Unis. On me demandait de participer à des présentations avec des directeurs de l'entreprise. Comme si ma décision et détermination de partir 6 mois se trouvaient testées par la vie. Je déclinais la première, acceptais la deuxième, et me remettais d'arrache-pied à chercher une mission. Mes divers contacts m'avaient confié le nom de 2 sites réputés que j'arpentais régulièrement, avec l'espoir de voir arriver l'offre faite pour moi. Je me dévoilais aussi un peu plus à mes collègues et à mes amis de la région. J'ouvrais certains pans de mon intimité, me confiais plus. Ma carapace s'effondrait. Fin janvier, je me rendais au concert des Enfoirés à Montpellier avec une copine. L'émotion m'a prise par surprise en entendant Maxime Le Forestier chanter Toi le frère que je n'ai jamais eu. Mon père s'est transposé à lui. Et d'un coup, sans crier gare, les larmes se sont mises à couler. Ces épisodes de manque et d'émotion vis-à-vis de son décès avaient énormément diminué avec le temps. Je savourais donc ce passage-là avec d'autant plus d'accueil. Je ne voulais plus refouler mes pensées. Je laissais faire et l'émotion s'est évanouie en même temps que la chanson touchait à sa fin. J'hébergeais à présent mon cousin, qui partait quelques jours plus tard en expatriation à Boston. Son départ marquait un tournant, me touchait beaucoup plus que je ne le pensais. J'avais tissé des liens très forts avec lui, mon cousin éloigné qui s'avérait travailler dans la même société que moi et que je ne connaissais pas 4 ans auparavant. Il m'avait vu évoluer, il avait partagé mes joies et mes peines. J'avais assisté à son mariage intimiste et si émouvant. Il partait et cela me renvoyait à mon propre chemin, mon envie de partir. Je l'ai mené à l'aéroport, sachant que cet avion ne serait qu'un aller simple. Je ne savais pas à quel moment je le reverrais. Son départ me troublait. J'attrapais une belle grippe et me retrouvais clouée au lit. Étrangement, je voyais du positif dans cette situation. Cet état me forçait à revoir certaines priorités et mon optimisation du temps. Je reprenais le travail et passais mon entretien annuel. Je m'étais donné à fond, j'avais fait du mieux que je pouvais. L'équipe m'avait globalement fait comprendre qu'ils étaient contents. La collaboration avec les autres se passait de mieux en mieux. Je n'étais pas parfaite, mais j'avais l'impression de m'être plutôt bien débrouillée. L'entretien m'a fait déchanter. J'en suis ressortie avec l'ultime conviction que mon choix était bel et bien fait. Jusqu'à ce jour, une petite partie de moi ne voulait pas partir.
J'avais l'impression d'abandonner l'équipe, de laisser tomber ma chef. Ce soir-là, alors que j'entendais les mots c'est formidable, c'est exceptionnel, mais il y a un bémol, car tu te poses encore trop de questions sur comment bien faire dans la gestion humaine. Un fil se cassait. Passé la déception, je remerciais cette expérience, car je recevais le signe ou le message que j'attendais. Ma détermination venait de passer de 99 à 100%. Plus aucune pensée en arrière, plus aucun attachement. Je voulais partir. Le lendemain, je regardais pour la énième fois ces deux sites qu'on m'avait recommandés. Et ce matin-là, surprise, une nouvelle annonce apparaissait. 6 mois en Thaïlande. Avoir des compétences dans la recherche de fonds. Une mission à moitié bureautique, à moitié sur le terrain, avec des enfants. Mon rêve à portée de main. La réponse à mes questions. Il fallait une lettre de motivation, un CV et 2 lettres de recommandation. Mes 2 années passées et mes expériences avaient une raison. Je le comprenais à ce moment-là. Je contactai mes chefs de mission Cambodge et mon responsable local de l'association des rêves en leur demandant une lettre à chacun. Les deux m'ont répondu favorablement et leurs mots m'ont ému. Pour une recommandation de mes compétences professionnelles, je demandai à ma manager. Nous avions de très bonnes relations malgré la revue annuelle. Elle m'a chaudement recommandé. J'envoyai mon dossier une semaine plus tard, mi-février. L'attente d'une réponse. Je vaquais à mes diverses occupations. J'essayais de ne pas trop penser à cette opportunité et préparer un pré-anniversaire à la maison. Je me couchais tard et me levais sur une énorme surprise. J'avais reçu un mail, une réponse à ma candidature. On me demandait de confirmer que je viendrais en bénévolat. Je ne serais pas payée, mais je serais nourrie et logée. Et que si toutes ces conditions me convenaient, ils étaient heureux de me proposer un entretien pour la semaine d'après. Quel meilleur cadeau d'anniversaire que ces messages. J'ai ri avec les copines de mes soirées filles. Mon anniversaire se déroulait en plein sur le nouvel an chinois. Et par jeu, nous avons regardé les prévisions que cela engendrait. L'année du changement, des découvertes et du renouveau. Que de bons présages. Je gardais des contacts réguliers avec mon cousin. Je lui racontais mon prochain entretien et lui demandais des conseils sur la notion de business plan. Il avait de l'expérience dans ce domaine, je débutais. Je décidai également de passer le voir à Boston. J'avais trouvé des vols assez abordables et je sentais que si je ne m'y rendais pas fin février, je ne le verrais pas de sitôt dans son nouvel environnement. J'étais toujours persuadée de partir en mission pour mars-avril. Je passai mon entretien la semaine d'après par Skype à l'aube. Je m'étais levée bien en avance, je m'étais préparée, bien habillée, même si cela ne se verrait pas, et je m'étais motivée devant le miroir. L'ordinateur a sonné. J'ai allumé la caméra. 1 heure de discussion en anglais et en français. J'ai exprimé ma motivation, mes compétences, le pourquoi je voulais partir. Ils m'ont expliqué la mission plus en détail. Plus je parlais avec eux, plus j'étais intéressée. À la fin de la conversation, ils m'ont confirmé leur intérêt et me convié à un deuxième entretien avec la directrice de l'association. À 9 heures, j'éteignais la caméra, je soufflais un grand coup. Mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais sur un nuage. Je volais. J'étais à 2 doigts de réaliser mon rêve. Je recevais un mail de la directrice alors que j'arrivais à Boston. J'ai pris rendez-vous pour la semaine d'après en attendant mon cousin à l'aéroport. Il faisait froid, la neige s'était accumulée, mais j'étais heureuse. De le voir, de voir son mari, de mon entretien et d'envisager le début d'une belle aventure. Dans Boston, nous avons visité le musée des sciences, ou comment apprendre en s'amusant, puis arpenter les ruelles, déguster du homard et un cheesecake. Je profitais encore et toujours. Une petite folie, prendre l'avion pour 4 jours aux États-Unis, mais je sentais que je devais y être. Je pressentais une accélération. J'avais une certitude. Les doutes et les peurs avaient disparu. À mon retour en France, je passais mon deuxième entretien par Skype et recevais l'information que j'étais acceptée pour la mission. La date de début, le 17 avril. Nous étions le 3 mars. L'intuition que j'avais eue d'un départ au printemps s'était révélée juste. Je sautai au plafond et me déplaçai en volant. J'ai repris le travail et me suis dirigée d'un pas décidé dans le bureau de ma chef pour lui annoncer la nouvelle. Je déposai mon préavis d'1 mois et demi et informai mes collègues et les membres de l'équipe. Pour mes amis, ce n'était pas une surprise. Je leur avais dévoilé mes intentions en début d'année. Pour les membres de mon équipe, par contre, elles se lisaient sur leur visage alors que je leur détaillais mon prochain départ. Le soir même, j'invitai les amis à la maison pour une soirée champagne.
Je n'avais pas encore signé le contrat que je recevais une deuxième offre de mission, comme si tout se libérait d'un coup. Après mûre réflexion et l'écoute de mon instinct, j'ai décliné cette deuxième offre et renvoyé le contrat signé pour la Thaïlande. Le compte à rebours démarrait, les démarches administratives allaient se succéder. Il me restait quelques points à mettre en ordre. Le week-end suivant, je montais à Gap pour assister aux 60 ans de ma mère. J'étais finalement là pour célébrer cette journée. Je m'arrêtais quelques minutes au cimetière pour parler à mon père et lui partager les dernières nouvelles. Mon frère, ma sœur et son copain, mon grand-père, les amis, tous ont convergé vers les Hautes-Alpes. On se retrouvait dans une superbe ambiance, à rire, danser et refaire le monde. Mon grand-père a fait une remarque sur mon métier. Je lui ai annoncé un peu brutalement mon départ le mois d'après. Stupéfaction dans l'assemblée. Ma mère avait parlé de mes projets à des amis. Je ne savais pas quel portrait elle avait peint de moi, mais l'un d'eux m'a prise à part à la fin de la soirée et m'a vivement félicitée. Il pensait auparavant que je n'étais qu'une jeune écervelée, mais en me voyant et en m'écoutant, il a compris ce qu'il en était. Ma décision avait été mûrie, mon sang et mon instinct me guidaient là-bas. Il m'a alors rassurée en me disant qu'il prendrait soin de ma mère, que je pouvais partir en étant tranquillisée. Et finalement, ma mère m'a enfin soutenue dans mon projet. Je serais partie sans son approbation, mais l'avoir m'enlevait un énorme poids. Je profitais aussi de mon passage à Gap pour discuter avec le patron de mon père, faire un point, échanger et partager nos évolutions respectives. Au travail, je préparais mon départ. J'ai mis mes dossiers en ordre, je donnais les informations à ma remplaçante. Je m'occupais également de l'obtention de mon visa, de la recherche d'une assurance santé, de l'achat de mes billets d'avion, de la location de mon appartement. La liste s'allongeait, mais mon envie et ma joie augmentaient à mesure que les jours me rapprochaient du départ. Je faisais un point une fois par semaine avec ma voisine. Elle m'avait coachée sans vraiment me le faire savoir. Elle m'avait permis de m'accrocher à ce rêve, d'avoir un petit objectif régulier, lui envoyer un mail. Un mois avant mon départ, je passais le week-end avec ma meilleure amie. Elle m'avait vu me transcender en 2 ans et demi. Je n'étais plus comme avant le décès de mon père, mais je ressemblais de plus en plus à l'adolescente pleine de rêves et d'optimisme qu'elle avait connue à notre rencontre. J'ai revu avec elle le chemin parcouru, les bosses, les creux inévitables qui m'avaient tant fait grandir, les joies, les rayons de soleil, les rencontres qui m'avaient tant apporté. Alors que nous discutions, je lui ai fait part de mon envie de garder le contact à distance. Beaucoup me demandaient d'envoyer des nouvelles, de faire part de mes impressions, de mes découvertes. Comment faire pour n'oublier personne? C'est alors que l'idée du blog m'est apparue. Un blog où je pouvais partager mon expérience, transmettre les informations qui m'avaient mené jusque-là. Un moyen de garder contact avec les personnes restées en France, d'écrire régulièrement mes pensées, mes pérégrinations, mes émotions. Un lien à travers l'espace, mais également à travers le temps. Je fêtais mon départ à de multiples reprises. J'enchaînais les soirées chez divers groupes d'amis. Je partais sans savoir si je rentrerais. Sans idée fixe, libre de toute pensée. Je verrai sur place. Je suivrai mon intuition. Le moment venu, je saurai. La veille de mon départ, ma voiture n'a pas démarré. Je n'avais pas grand-chose à faire, juste à retourner sur le lieu de mon travail pour effectuer les démarches de congé long, comme si je partais indéfiniment. Je rendais mon badge et mon ordinateur, soldais mes comptes. Je ne faisais plus partie de la boîte. Je me sentais fébrile. Je ne dormais pas. Je réalisais tout juste ce que je m'apprêtais à faire. Le lendemain, je serais dans l'avion, direction l'inconnu, direction mon rêve, direction la découverte d'une nouvelle dimension. Alors que je montais dans cet avion, que je disais au revoir à la France, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ces 2 années et demie écoulées. J'étais assise dans cet appareil, car en novembre 2012, mon père avait quitté ce monde, après avoir combattu sa maladie. Malgré cette onde de choc, ce séisme, j'avais survécu. Notre famille avait survécu. J'avais eu des hauts et des bas, des émotions intenses. J'avais rouvert mon cœur et fait tomber ma carapace, fermée sans que je m'en rende compte avec le temps, la maladie et le chemin tout tracé. J'avais retrouvé avec le décès cette étincelle de vie qui m'animait étant enfant et adolescente. J'avais renoué avec l'écriture, avec l'espoir, avec l'envie de rêver et de m'émerveiller, quitte à paraître naïve, quitte à faire rire. Le deuil était encore là, mais je le remerciais. Il m'avait permis de me reconstruire, sur des cendres,
Mon âme s'était relevée. Le phénix avait pris son envol. Et voilà, le chapitre 10. Je ressens une émotion particulière parce que bah, c'est le dernier chapitre de cette histoire et bah, il reste l'épilogue effectivement qui est très très court. Mais je me rends compte en fait de, de, de tout ça, de tout ce chemin parcouru, de tout ce que j'avais envie de vous transmettre. J'espère que vous avez au moins eu une pépite dans tout ce que je vous ai transmis, dans tout ce que je vous ai partagé, dans, dans cette authenticité, en tout cas que j'espère avoir eu, ce message d'amour en fait que je voulais transmettre. Parce que voyez-le vraiment comme tel. Ce récit, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour pour ma famille, pour mon père, ma grand-mère, qui sont partis dans un autre espace-temps, pour mon grand-père, pour ma mère, mon frère, ma sœur, mes amis, les personnes que j'ai côtoyées, les personnes que j'ai rencontrées, qui sont entrées, puis sorties de ma vie, puis re-rentrées. C'est un message d'amour pour moi aussi, intérieur, un message d'amour pour mon âme. C'est un message d'amour pour l'univers, pour la nature, pour les animaux, pour la vie en général. C'est un message d'amour pour la mort aussi, un message de gratitude. C'est un message d'amour pour vous, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et pour ceux qui n'ont pas tenu jusqu'au bout, c'est également un message d'amour que je transmets. Parce que, comme je vous disais, les messages d'amour peuvent être perçus sans utiliser l'oreille, sans utiliser le langage parlé. C'est un message d'amour pour le passé, pour le futur et surtout pour le présent. C'est un message d'amour pour les échecs, les trébuchements. Je ne sais pas si on dit trébuchement, en fait, le fait de trébucher. Et le fait de se relever, d'apprendre. C'est un message d'amour pour mes parts d'ombre et mes parts de lumière. C'est un message d'amour pour vous, pour vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Un message pour votre âme, un message pour votre essence, votre nature profonde. C'est un message d'amour pour l'humain, pour l'homme dans qui il est vraiment, c'est-à-dire amour et lumière dans la bonté et dans le fait d'être assuré intérieurement que oui, c'est ça sa véritable nature. Et que oui, on a des preuves et des choses autour de nous qui nous montrent l'inverse. Et ça, en fait, ce sont des messages de l'ego, des messages de la séparation, des messages qui permettent le contraste, des messages qui nous permettent de voir vraiment intérieurement en profondeur c'est quoi la vérité de l'être. C'est qui sommes-nous vraiment. Alors oui, je pourrais de nouveau expliquer, donner un regard sur le contenu de ce chapitre. Et en même temps, j'ai l'impression que tout a déjà été dit. En fait, vous le savez déjà, vous savez déjà tout ça, vous le savez déjà à l'intérieur. Les émotions qui montent et que je vois, je perçois, que j'accueille et que je transcende. Les rêves qui viennent de l'âme, les rêves qui viennent de ces appels de cœur et qui nous guident et qui nous permettent de donner un sens aux choses, de nous faire nous lever le matin, plus que nos rêves de l'ego. Et en même temps, un message d'amour pour mon ego également, un message de bah oui, à un moment donné, tu m'as bien aidé. Quand j'avais vraiment pas envie, que j'avais pas de motivation, c'est cette part un peu d'ego
qui m'a poussée. Et maintenant, en fait, j'avance moins par l'ego que par l'amour. Et parfois, je trébuche encore. Et je remercie. Je me remercie. Je vous remercie. Je remercie la vie. Je remercie la mort. Je remercie l'énergie qui m'entoure, visible et invisible. Je remercie tous les signes, tous les messages, tous les présages, toutes les choses qui m'ont montré le chemin et que petit à petit j'ai commencé à finalement voir sans les chercher. Je remercie toutes ces synchronicités, je remercie le fait que 2 ans et demi où je rencontre des personnes au Cambodge, où je m'installe et je démarre une pratique associative à Antibes, et où lorsqu'on me demande de, de faire ma candidature pour partir en Thaïlande, on me demande 2 lettres de recommandation associative et une lettre professionnelle. Et ces 3 lettres, bah, c'est facile de les avoir parce que j'ai suivi le chemin qui me permettait de les avoir. Je remercie aussi cette prise de conscience que intérieurement, j'avais encore de la résistance. Je ne voyais pas de concret parce que je n'étais pas prête à ouvrir la porte à voir le concret et que ce n'était pas le bon moment. Et enfin, après cet entretien annuel qui a été vraiment particulier et un peu douloureux initialement, quelque chose se casse. C'est quoi qui se casse? C'est la résistance à partir. Et le lendemain, pas de hasard, le lendemain, comme je n'ai plus de résistance, les portes de l'univers s'ouvrent et l'offre apparaît. Et derrière, comme je n'ai aucune résistance, plus aucune résistance, j'ai une deuxième offre qui arrive. Accepter, remercier, merci à ces résistances. Pourquoi? Parce que c'était parfait. Parfait parce que ça me fait partir en mars-avril, ça me permet d'assister aux 60 ans de ma mère, ça me permet de voir mon cousin, ça me permet d'avancer un peu plus dans ma sérénité intérieure que partir, c'est vraiment ça que je veux. C'est donc un message d'amour que je vous transmets par la parole et par l'énergie que je vous transmets, que je vous envoie maintenant. Un message d'amour vis-à-vis de votre vie, de vous, de qui vous êtes. Je vous en prie, voyez vraiment la lumière que vous êtes. Voyez qui vous êtes sous des couches de protection, sous des couches de peut-être blessures, sous des carapaces. Voyez le cœur, parce que franchement, c'est beau, c'est magnifique. Et si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi. Je vous embrasse.